Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nos journalistes Julie Zog et Clément Burge nous ont emmenés en Chine à la rencontre des travailleurs chinois qui sont exposés quotidiennement à des produits toxiques. Nous avons donc décidé d'aborder la question des droits de ces travailleurs mais aussi de celle des travailleurs migrants. Et avec nous, pour en parler, Gilles Guilleux qui enseigne la socio-histoire de la Chine à l'université Paris Diderot. Gilles Guilleux, bonjour. Bonjour. Alors, un peu plus tôt, vous m'avez dit que vous rentriez justement d'une semaine hein, dans une usine en Chine. Alors, on peut peut-être débuter par bah, le constat que vous avez pu faire là-bas, sur place. Oui, j'ai eu une chance incroyable parce qu'il est quand même difficile d'entrer dans une usine en Chine, en tout cas dans une grande usine, hein, dans un grand établissement industriel. J'ai été reçu dans un établissement qui compte près de 3000 ouvriers et le patron, qui est un homme sans doute éclairé, globalisé, voyageant souvent, m'a autorisé à séjourner une semaine dans un des ateliers de fabrication. Il s'agissait d'une usine de prêt-à-porter. Où je me suis entretenu pendant 5 jours avec une vingtaine d'ouvriers, outre les observations que j'ai pu faire sur le site et sur les ateliers de production. Alors, justement, les constats que vous avez pu faire, parce que nous, dans notre article, on parle beaucoup hein, des conditions de travail de milliers d'ouvriers chinois qui sont exposés à de nombreux produits toxiques. Quelle était la situation dans l'usine que vous avez pu voir? Oui, ben là, c'était donc un établissement industriel qui est situé dans la province du Zhejiang, au sud de Shanghai, entre Shanghai et Hangzhou, dans une ville extrêmement prospère et donc euh, extrêmement avancée économiquement, où l'industrie textile est en train de reculer, hein. Les usines ferment les unes après les autres à cause de l'importance des coûts de production. Et cette semaine était particulièrement enrichissante. D'abord parce que tous les ouvriers n'étaient pas des migrants. Une partie des ouvriers qui travaillaient dans cette usine, moi j'étais dans une usine qui comptait 250 employés, et grosso modo 10% de la main-d'œuvre étaient des gens de la ville, originaires de la ville, et non pas des gens venus des provinces voisines ou plus lointaines, hein, notamment de la province du Sichuan, province centrale, qui est la première province, entre guillemets, exportatrice de main-d'œuvre. Et on voit ces travailleurs dans toute la Chine littorale. Et donc, cohabiter dans le même espace de production des gens nés sur place et une population venue chercher du travail. Alors effectivement, vous, vous êtes particulièrement intéressé à la question des travailleurs migrants du prêt-à-porter en Chine. Pourquoi s'intéresser en particulier à ce secteur? Je me suis intéressé au prêt-à-porter, au textile en général, parce qu'il s'agit traditionnellement, quand on regarde l'histoire de ce secteur d'activité, que ce soit dans les pays pauvres ou dans les pays riches, et d'abord dans les pays riches, en France, aux États-Unis, l'industrie du prêt-à-porter, l'industrie de la mode est une industrie qui a eu recours traditionnellement à une nombreuse population migrante. Et en quelque sorte, les migrants, les générations de migrants se sont succédés à Paris, à New York, à Londres, et ont pour beaucoup été employés dans la fabrication de vêtements, dans l'industrie de prêt-à-porter. Ce qui m'a intéressé, c'était de regarder comment en Chine, partout en Chine, hein, dans les grandes villes de Chine, on trouve des marchés de vêtements. Et en général, autour de ces marchés de vêtements, il y a des multitudes de petits ateliers de production, souvent familiaux. Et ces ateliers de production sont bien souvent tenus non pas par des gens du cru, mais par des travailleurs venus d'autres provinces. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de montrer combien l'industrie du prêt-à-porter, en tout cas pas l'industrie, pas la production de masse, hein, la production de petites séries, obéit, comme dans l'histoire de cette industrie en France, aux États-Unis, à la même logique d'absorption et d'intégration de populations migrantes. L'industrie du prêt-à-porter est une voie d'accès à la citoyenneté urbaine et à l'intégration dans les villes pour des populations venues d'ailleurs. Alors justement, ces travailleurs migrants, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qui sont-ils finalement et quelle part des employés d'une usine représentent-ils en moyenne? D'abord, il faut insister sur la grande diversité des situations. Vous évoquez le reportage qui est sur votre site web consacré aux grands établissements industriels de la région du delta de la rivière des Perles, dans des industries qui sont parfois extrêmement
polluantes, mais ça ne représente qu'une fraction de ces populations migrantes. Les premiers migrants, dans les années 90, et donc il y a maintenant plus de 20 ans, ils sont arrivés dans l'industrie de la construction, donc c'est d'abord essentiellement des hommes, qui ont été employés sur les chantiers de construction des villes. Les villes chinoises ont été quasiment toutes rasées et reconstruites, et les gens qui ont reconstruit ces villes, les soutiers de la construction, ce sont des travailleurs migrants. Donc ensuite, il y a d'autres activités manufacturières qui emploient en masse des migrants, notamment l'industrie textile. Bien souvent, ces migrants sont logés et nourris sur place, dans des dortoirs, qui rappellent pour partie l'industrialisation européenne du 19e siècle. Donc dans un modèle d'organisation de la production, mais aussi de la vie des populations travailleuses, qui est assez nouveau en Chine. Et donc ça fait une deuxième partie, la production en série avec des milliers d'employés dans des sites de production gigantesques qui produisent pour partie vers l'exportation. Mais il faudrait ajouter tous les migrants qui sont d'abord à leur propre compte, qui ont créé de petits établissements de production, qui sont sous-traitants. Et puis évidemment, il y a toute la population migrante qui est employée dans les services. Et à l'avenir, vraisemblablement, ce sont les services qui vont offrir, les services urbains, j'entends, qui vont offrir des emplois à ces nouvelles populations migrantes. En particulier, les femmes sont employées de maison dans les classes moyennes urbaines. Voilà, les employés des restaurants dans les grandes villes chinoises sont toutes des femmes migrantes venues de l'extérieur. Donc tous les métiers sans qualification, dévalorisés, sont occupés par des femmes et des hommes venus d'autres provinces qui ne vivent pas dans ces villes, qui ne sont pas d'originaires de ces grandes métropoles de la côte. Alors peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le marché du travail chinois en 2017 pour expliquer ce phénomène d'exode de ces gens de campagne défavorisées vers le centre du pays, enfin du centre du pays vers les côtes plutôt. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de travail dans ces secteurs-là pour qu'ils soient obligés de se rediriger vers les côtes? Non, les migrations sont liées d'abord à l'excès de main-d'œuvre dans les campagnes, donc il n'y a pas assez de travail pour tout le monde dans les campagnes, et surtout, quand bien même il y a du travail, on ne gagne pas sa vie en étant paysan en Chine. Plus de la moitié des revenus des paysans aujourd'hui viennent d'activités non agricoles. Donc, ça veut dire que ceux qui sont restés sur la terre, restés dans les villages, gagnent leur vie essentiellement, principalement grâce à des activités non agricoles. C'est dire que les familles rurales ont dans leur maison une machine, ont une activité commerciale, ont une activité de service, etc. Donc c'est la raison principale qui pousse les gens à quitter les campagnes, c'est la recherche de revenus conséquents que ne fournit pas l'activité agricole. Ça fait quasiment 20 ans que ça dure. Ensuite, une question sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, on trouve du travail. On trouve du travail dans les villes de la côte. La question, c'est plutôt celle de la qualité du travail qui est offert, plus que celle de la possibilité de se faire embaucher. On peut se faire embaucher, mais la question, c'est à quelles conditions, dans quelles conditions de travail, dans quelles conditions de rémunération. Alors justement, dans notre article, on en parle de certains travailleurs chinois qui déclarent être exposés quotidiennement à une multitude de substances toxiques qui les rendent parfois malades. Il est principalement question du benzène. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Qui est-ce qui contrôle finalement les conditions de travail de ces ouvriers? Alors d'abord, il faut signaler que la législation relative au travail en Chine est avancée, quasiment conforme aux directives de l'Organisation internationale du travail. Donc la question, ce n'est pas celle du cadre légal, c'est évidemment celle du respect de ce cadre légal. Donc ce que vous évoquez, c'est évidemment le signe que les administrations qui devraient être en charge de l'application de ce cadre légal sont inefficaces,
sont inefficaces pour une multitude de raisons, parce qu'elles elles ne comptent pas assez d'employés, parce qu'il y a une collusion entre les administrations locales et les chefs d'entreprise, qui font que les administrations locales préfèrent qu'une entreprise emploie dans des conditions, fussent-elles épouvantables, de la main-d'œuvre plutôt que d'aller s'installer ailleurs, tout simplement parce que cela fournit du travail et que ça crée localement de la richesse, que ces entreprises paient des impôts localement, etc. Les conditions qui sont parfois extrêmement difficiles de travail sont le fruit non pas de l'absence de cadre réglementaire, mais d'un non-respect de ce cadre réglementaire. Et ensuite, les forces qui conduisent à ce non-respect ne sont pas toutes chinoises. Il faut bien voir que les donneurs d'ordre, je veux dire, bien un grand nombre de cette production réalisée en Chine est destinée aux marchés étrangers, et d'abord à nos propres marchés de pays riches, et que ce sont les donneurs d'ordre des pays riches qui contraignent les producteurs chinois à à maintenir les coûts à un niveau si faible qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire un certain nombre d'exigences en termes de sécurité et de santé au travail. Donc nous avons notre propre responsabilité en tant qu'Européens à ces conditions de travail de la main-d'œuvre chinoise. Quelque part, c'est quoi? Ça arrange tout le monde, enfin, à part les travailleurs, hein, s'entend, donc du coup, on ferme les yeux quelque part? Oui, enfin, comme vous le savez, un certain nombre d'organisations non gouvernementales, y compris d'organisations de consommateurs, ont, au cours des 15 dernières années, forcé un certain nombre de multinationales à édicter des chartes qui doivent être signées par les sous-traitants, qui s'engagent à respecter un certain nombre de principes. Voilà, mais pour vous donner l'exemple de l'entreprise où j'étais la semaine dernière, cette entreprise produit des vêtements, plutôt des vêtements haut de gamme, complexes à monter, c'est pour ça qu'ils ne sont pas fabriqués dans la province centrale, donc ils me demandent une main-d'œuvre relativement qualifiée. Ces vêtements sont produits par des ouvriers qui travaillent 6 jours sur 7, de 8h à 21h, hors de la législation chinoise. Hein. Moi, j'ai eu accès au contrat de travail de ces ouvriers qui stipule que le contrat de travail stipule que les heures légales de travail hors heures supplémentaires sont de 40 heures par semaine. De facto, ces ouvriers faisaient 48 heures de travail par semaine, plus des heures supplémentaires, et de facto travaillaient 60 heures par semaine. C'est à ces conditions qu'on trouve ensuite des vêtements à des prix raisonnables dans les grandes chaînes de distribution de vêtements chez qui les uns et les autres nous habillons. Les consommateurs européens acceptent de payer leurs vêtements plus cher si on veut que les travailleurs chinois travaillent dans de meilleures conditions. Oui, c'est une participation de tous finalement. Mais vous en parliez, hein, effectivement, il y a des organismes, hein, on en parle aussi dans notre article, Labour Action China, il y a China Labour Watch, il y en a plein d'autres, hein, des ONG qui œuvrent pour les droits des travailleurs. Mais vous le disiez, le cadre légal existe. Certes, ces ONG ont réussi à faire signer des chartes aux employeurs, mais si ces employeurs ne respectent déjà pas le cadre légal imposé, qu'est-ce qui nous fait dire qu'ils vont respecter ces chartes signées avec des ONG? Est-ce que réellement ces ONG parviennent à améliorer la situation pour les travailleurs chinois? Donc, si vous voulez, c'est une chaîne de responsabilité. Comme il y a une chaîne de valeur, qui fait que l'essentiel de la valeur dans la production, comme vous le savez, est capté par les entreprises qui dessinent ces produits, qui les distribuent dans les pays riches, et non pas par les gens qui les fabriquent en Chine. Il y a aussi une chaîne de responsabilité qui associe le syndicat chinois, les administrations, le patronat chinois et l'ensemble des entreprises associées en Chine et dans le reste du monde. Ok, et là, effectivement, on en parle, mais est-ce que la population chinoise, de manière générale, s'intéresse à ce problème? Et est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup, un nombre conséquent d'occidentaux, d'ONG occidentales, qui viennent dénoncer les conditions de travail dans leur pays, c'est pas problématique quelque part? Alors d'abord, il faut avoir en tête que ces conditions qui peuvent être difficiles se sont quand même améliorées. Par exemple, moi j'ai fait des entretiens avec des gens qui travaillent donc de 8h du matin à 21h le soir,
6 jours sur 7, mais j'ai eu droit à des récits d'expériences qui étaient encore plus difficiles, c'est-à-dire des gens qui, il y a quelques années, une quinzaine d'années, je pense en particulier à quelqu'un qui venait du Sichuan, donc une province de l'intérieur, qui autrefois, il y a 15 ans, travaillait de 8 heures du matin à 24 heures le soir. Donc, si vous voulez, les conditions de vie s'améliorent, les conditions de rémunération s'améliorent. Les gens que j'ai rencontrés percevaient un salaire situé entre 3 000 et 5 000 renminbi par mois, ce qui n'est pas négligeable, qui croît entre 5 et 10% par an. Alors, c'est vrai que les ouvriers chinois ont vu leur salaire augmenter très rapidement. Hein. Le pourcentage d'augmentation était à 2 chiffres au cours des 5 et 10 dernières années, que vraisemblablement cette augmentation des salaires est en train de ralentir, ce qui est un mauvais signe. Mais donc ils viennent de très loin. Ils viennent de très loin, et donc les ouvriers eux-mêmes sont conscients du chemin parcouru et somme toute quand même de l'amélioration de leurs conditions de rémunération. Ensuite, l'action collective est quasiment impossible. Hein. Le syndicat unique est contrôlé par le Parti communiste, donc il n'est pas possible, quasiment pas possible, de conduire des actions collectives durables. Hein, et il peut y avoir des actions collectives ponctuelles, mais elles ne peuvent pas exister dans la durée pour des raisons politiques. Donc la contestation est quand même très circonscrite. Et ensuite, pour ce qui est du reste de la population chinoise, si vous voulez, les classes moyennes urbaines sont parmi les bénéficiaires de l'exploitation de cette main-d'œuvre. Donc évidemment que ces gens-là ne sont pas prêts à partager les privilèges ou les bénéfices qu'ils ont acquis au cours des 20 dernières années. Et donc le fait que on disait que ce soit qu'il y ait beaucoup d'Occidentaux qui s'insurgent contre ce problème, c'est comment ils réagissent dans le pays? Est-ce que Non, mais d'abord rassurez-vous, il ne s'agit pas de beaucoup d'Occidentaux, il s'agit de quelques, il s'agit de quelques organisations qui s'agitent et qui ne sont quand même pas sur le devant de la scène en Occident, j'entends, dans les pays riches. Et par ailleurs, ces gens-là n'ont quasiment pas d'écho en Chine même, donc tout ça est inévitable. Donc la population ne s'en rend pas forcément compte finalement de ce brouhaha. Non, pas, l'essentiel de l'attention porte sur d'autres sujets que le sujet des conditions de travail de la main-d'œuvre chinoise. Alors, ceci dit, je devrais ajouter que la crise que le monde capitaliste a connue à la fin des années 2000 a quand même mis en cause le modèle économique chinois, hein, qui fonctionnait sur une main-d'œuvre exploitée, peu rémunérée. Et les autorités chinoises n'ont eu de cesse depuis de dire qu'il fallait absolument trouver un relais à la croissance, un relais aux exportations, et que ce relais devait être la consommation intérieure. Pour développer la consommation intérieure, il faut que les salaires des ouvriers s'accroissent et qu'ils aient un désir de consommer. Je peux vous assurer que les gens que j'ai interviewés, j'ai été tout à fait surpris d'apprendre parfois que c'est la moitié des revenus, il s'agit de population ouvrière, la moitié des revenus sont épargnés. C'est colossal. Donc ces gens dépensent peu d'argent et en fait, ils épargnent pour plusieurs motifs, pour pouvoir acheter un logement, pour pouvoir se prémunir et préparer leur retraite, et pour pouvoir financer des frais de santé qui sont onéreux, et encore pour financer l'éducation de leurs enfants. Donc tant que éducation, santé, logement seront extrêmement coûteux, on ne voit pas que la main-d'œuvre chinoise ouvrière dépense massivement ses gains dans la consommation manufacturière. Là, il s'agit d'une des solutions à l'épuisement du modèle qui a fonctionné pendant presque 30 ans.
Alors, vous disiez qu'effectivement la situation s'était améliorée. Malgré tout, vous parliez de votre visite dans l'usine, le fait que le patron avait accepté, hein, quelque part, ce qui était rare, que vous puissiez entrer dans l'usine. Alors justement, concernant les patrons, au cours des dernières décennies, la Chine a vu se développer un important secteur privé. Qui sont finalement les chefs d'entreprise d'usines chinoises d'aujourd'hui? Bon, vous avez une diversité de profils, un profil possible, et c'était le cas de l'entreprise que je visitais la semaine dernière. Il s'agissait de quelqu'un qui était gestionnaire d'une entreprise publique qui a été privatisée. À la faveur de la privatisation, les gestionnaires, les cadres de l'entreprise, vraisemblablement ont pu s'endetter et racheter le capital de l'entreprise dont ils sont devenus eux-mêmes propriétaires. Donc c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, a traversé l'entreprise. Il y était quand elle était d'État, toujours, et quand elle est devenue privée, il en est propriétaire et gestionnaire. Voilà, ensuite, vous avez toutes sortes d'autres gens qui se sont lancés dans les affaires, au début parce qu'ils avaient les connexions nécessaires avec d'autres entrepreneurs, avec des hommes politiques qui leur donnaient, Avec des, pardon? avec des hommes politiques qui leur donnaient accès à un certain nombre de ressources. C'est le cas, par exemple, des gens qui œuvrent dans le secteur immobilier, dans la construction, voire percer dans la construction, il faut être connecté aux gens qui cèdent les terrains à construire. Les terrains à construire sont cédés par les responsables municipaux, donc il faut être connecté à l'administration municipale. Puis vous avez aussi des gens qui ont, se sont lancés dans les affaires avec comme capital leur diplôme, leurs compétences acquises technologiques dans des secteurs où la technologie joue un rôle et voilà, se sont lancés avec succès dans l'activité entrepreneuriale. De sorte qu'un certain nombre de secteurs d'activité aujourd'hui en Chine ne comptent plus d'entreprises publiques. Un grand nombre de secteurs manufacturiers, de biens de consommation sont tout entiers au nom du secteur. Est-ce que justement, c'est ce... Parce qu'on parlait de ces améliorations, hein, mais finalement, elles venaient d'où? Est-ce que c'est ce développement du secteur privé qui a permis à d'autres esprits de se pencher sur la question, on va dire, et donc de provoquer une amélioration des conditions de travail? Non, non, c'est pas du tout lié. L'explosion du secteur privé est liée à la diversification des formes institutionnelles de l'activité économique, rendue possible par l'évolution du cadre légal, puis par le fait que l'État s'en est remis à la société civile en quelque sorte, comme, pour conduire, pour développer le pays. Ensuite, le patronat chinois n'est pas plus philanthrope ou soucieux du bien-être de ses employés que n'importe quel patronat au monde. Hein. Je veux dire que les entrepreneurs, un des aiguillons quand même essentiels de l'amélioration de la condition ouvrière en Europe, c'est la lutte syndicale, c'est la mobilisation des ouvriers eux-mêmes. Cette mobilisation est quasiment impossible en Chine. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, en particulier euh, en 2010, la Chine connaît un certain nombre de grèves en particulier dans la province du Guangdong, et ces grèves ont accompagné une augmentation rapide des revenus des ouvriers. Mais bon, voilà, l'activité collective, comme je le disais tout à l'heure, reste circonscrite, reste contrôlée et reste difficile. Alors, ben, c'était le dernier point que je voulais aborder avec vous. Finalement, vous l'avez dit, hein, ces actions collectives sont encore contrôlées. Est-ce qu'on peut imaginer une évolution? Est-ce qu'il y a réellement un risque, on va dire, hein, pour l'État, qu'il y ait de plus en plus de revendications qui mettraient à mal la stabilité sociale? Ou est-ce que le cadre d'aujourd'hui fait que on risque pas de voir ce genre de situation arriver? Alors, c'est une question qui est discutée par les spécialistes, celle de l'émergence en Chine d'une classe ouvrière qui ait une conscience de classe, qui ait les moyens de peser sur son avenir. On a commencé cet entretien par souligner la diversité des situations entre les employés des grandes et des petites entreprises, entre ceux qui sont dans des entreprises de la côte et ceux qui sont dans des entreprises
de l'intérieur, ceux qui sont dans l'industrie manufacturière, dans la construction et dans les services, cette diversité des formes d'emploi, cette diversité des, des entreprises elles-mêmes. À quoi s'ajoute la diversité sectorielle, à quoi s'ajoute la diversité d'origine géographique qui fait que l'action collective est aussi rendue difficile parce que les gens ne parlent pas toujours la même langue. Ils parlent le chinois, mais ils parlent des dialectes. Tout ça va plutôt dans le sens d'un optimisme extrêmement modéré dans la capacité de la classe ouvrière chinoise à se constituer en tant que classe et à se mobiliser en tant que telle pour améliorer son sort. D'accord, donc à voir effectivement à l'avenir l'évolution, les possibles rassemblements et revendications qui pourraient donc se créer grâce finalement à cette classe ouvrière qui prend conscience. Voilà, qui est pour l'instant extrêmement divisée. Hein. Outre le fait qu'elle est contrôlée, elle est aussi extrêmement divisée. Donc, l'union fait la force. Voilà, maintenant faut voir si cette union va se faire à un moment donné pour les droits de ces travailleurs en tout cas. Bon, ben on va finir là-dessus. Du coup, je vous remercie beaucoup, Gilles Guillaume, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur ces travailleurs en Chine. À bientôt. Eh ben oui, à bientôt, on espère. Et puis donc à tous nos internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.